Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Pendant tout le mois de décembre, nous allons traiter développement personnel, psychologie, entrepreneuriat pour préparer l'année qui s'en vient. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Aujourd'hui, je me livre à un exercice un peu particulier. J'ai pas écrit grand-chose pour cet épisode. J'ai même envie de le faire en impro comme si tu étais à côté de moi. Parce que je vais te raconter une histoire un peu particulière. Cette histoire, tu l'as jamais entendue et tu l'entendras plus jamais, ou alors elle sortira forcément de ma bouche. Mon objectif, c'est de le faire sans montage, one shot, pour qu'elle soit le plus authentique possible. En fait, j'ai envie de me prêter à un exercice. Parce que mon histoire, je l'ai toujours considérée comme banale, inintéressante. Ouais, bon, c'est comme ça. Et au fur et à mesure de ma progression, et notamment depuis mon école de conférencier il y a quelques mois, on m'a dit non mais Romain, c'est dingue ce que tu as vécu, faut que tu le racontes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, elle était un peu atypique. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te la partager. Je vais te partager non seulement mon vécu, mon passé, etc., mais surtout, évidemment, les leçons que j'en ai apprises et comment j'ai pu avancer. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti pas forcément avec les meilleures cartes. En gros, j'ai été un cas d'échec scolaire et toute ma vie, on m'a dit que j'arriverais à rien. Et puis, en fait, à force de travail et par volonté, j'ai mené plusieurs vies différentes, plusieurs carrières, et j'ai performé dans chacune d'elles. À chaque fois, j'arrivais à atteindre mes objectifs. Je vais t'expliquer d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. etc. Mais d'abord, il faut que je revienne à la base. Je suis né en 85, à Épinay-sur-Seine dans le 93, et rapidement, les choses ont un peu mal tourné. Parce que 6 mois après ma naissance, à 6 heures du matin un jour, boum, les flics enfoncent la porte de l'appartement, ils viennent récupérer mon père et ils le ramènent en prison. Mon père, c'était un gangster, fiché au grand banditisme. Mon père, il a vécu 66 ans et il a passé 33 ans de sa vie derrière les barreaux. Il s'est jamais vraiment occupé de moi, il n'a pas assuré dans son rôle. Il venait me chercher et puis il me laissait jouer avec ses amis, avec sa femme ou la fille de sa femme. Mais moi, j'étais là sans être là, bref. Jamais vraiment compris comment il avait pu agir. Moi, mon enfance, elle a été ponctuée entre le mythe d'un papa voyou et puis une mère qui débordait d'amour et qui s'est occupée de moi. J'ai grandi jusqu'à mes 5 ans chez ma grand-mère. Et forcément, j'étais entouré de femmes. Ma mère, ma grand-mère, la voisine de ma grand-mère qui était son amie, les filles de la voisine, la meilleure amie de ma mère. Donc en gros, l'enfant roi entouré de femmes. Tu vas comprendre plus tard que ça m'a beaucoup conditionné sur le modèle masculin. Et puis, est arrivé un nouvel homme dans ma vie, un nouveau papa, à l'âge de 5 ans. Ma mère a rencontré quelqu'un, un beau-père, qui avait l'air de se comporter bien avec les enfants, qui avait l'air d'avoir cette envie. Rapidement, ma mère est tombée enceinte, j'ai une première petite sœur, puis une deuxième, et c'est là que les choses ont un peu mal tourné. Mon beau-père, il a sa propre histoire. Ici, il ne s'agit pas de régler des comptes, il s'agit juste de dire ce que moi j'ai vécu, mais mon beau-père, qui donc avait sa propre histoire, s'est comporté d'une manière un peu spéciale avec moi. Il m'a mis en marge de la famille. Il y avait d'un côté ses filles, et puis le fils de sa femme, moi. En gros, je me suis senti dans ma propre famille l'élément en trop, l'élément indésirable. Toute ma vie, j'ai entendu des phrases du genre Romain, t'es vraiment plus bête que la moyenne. Romain, t'arriveras à rien. Romain, t'es qu'un idiot. T'as pas honte de toi. Bref, tu sais, tout ce qui te permet de gagner confiance en toi quand t'es enfant, tout ce qui va te permettre d'attaquer les difficultés de ce monde avec la meilleure des énergies. Je parle souvent, en termes de mindset, de psychologie, de croyances limitantes. En fait, les croyances limitantes, ou les croyances tout court, tu en hérites en partie dans ta vie. Ce sont des choses que tes parents t'ont transmis de par leur propre expérience, leur propre éducation, et tu vas partir avec ça. C'est un peu comme si tu avais un jeu de cartes en main et tu devais composer la partie avec celle-ci. Après, c'est à toi de voir ce que tu en fais. En tout cas, moi, je suis parti avec certaines cartes qui étaient Romain, tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez intelligent. Et ça s'est retranscrit en quelque sorte dans ma scolarité. Puisque dans ma scolarité, je me savais différent au début. J'ai été en CP, CE1, CE2, le premier de la classe. Je me savais clairement différent. Et puis, la dégringolade. Au bout d'un moment, des mauvaises notes. Plus envie de travailler. Bon, clairement, je me faisais chier à l'école. Moi, je préférais rigoler avec les copains.
Dès qu'il y avait un sujet qui me passionnait, j'étais à fond dessus et là, j'avais de bonnes notes. Mais sur mes bulletins mes bulletins de notes, sur mes bulletins de scolarité, il y avait marqué: «Ouais, Romain est dissipé. Il a des capacités, mais il les exploite pas. Il préfère rigoler avec les copains». Et donc, j'ai passé une partie de ma vie en échec scolaire. J'avais ces capacités. En fait, j'étais un petit garçon passionné et curieux, mais juste, je rentrais pas dans le moule. Jusqu'à ma classe de CM2, où j'ai eu un professeur vraiment exceptionnel. Quelqu'un qui avait une passion pour les sciences, le sport. Il m'a transmis énormément de choses. Cette année-là a été, peut-être, de toutes mes années de scolarité, la plus belle. Je le comprendrai bien des années après. Mais cette année-là, le petit Romain avait trouvé un papa idéal. Et donc forcément, il s'investissait en cours, il avait envie de bosser, il apprenait plein de choses. Ça a été un déchirement pour moi de rentrer au collège, parce que d'un coup, bah, j'étais séparé de ce nouveau papa. Et moi, je voulais continuer tout ça. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Le collège, mal passé, parce que forcément, bah, échec, échec, échec. Et donc, je sors du collège sans aucun diplôme, sans rien. Avec l'intime conviction que, bah, puisque j'ai des mauvaises notes, puisque j'ai redoublé, c'est que vraiment je suis un naze. Et puis à la maison, on me le dit tous les jours, donc c'est que ça doit être vrai. Et puis, les gars de la classe, tu grandis en banlieue parisienne, au bord d'une cité, ouais, des petits groupes de racailles, etc. Et donc, ma scolarité, c'était aller à l'école, me faire insulter le matin, me faire insulter à la récré, éviter de prendre des coups, éviter de me faire frapper, jusqu'à un jour où il me tombe à 30 dessus à la sortie du collège, je me fais latter la gueule, juste comme ça. Parce qu'un jour, je me suis rebellé face à quelqu'un qui était en train d'essayer de m'intimider. Et donc forcément, tout ça, ça construit un gros manque de confiance en toi. Et puis, arrivé à mes 15-16 ans, alors il faut savoir que j'avais un gros retard de croissance. Donc à 15 ans, on m'appelait madame au téléphone. Là où mes camarades de classe, ils avaient des grosses barbes, des gros poils de barbe et des voix qui commençaient à muer, moi, que dalle. Donc tout ça, ça a participé à un manque d'estime personnelle. Par contre, j'avais toujours cette fibre passionnée. Quand il y avait quelque chose qui me plaisait, j'y allais à fond. Alors, j'étais pas très sportif, parce qu'à l'époque, bah, mon beau-père n'avait pas voulu m'inscrire au sport. Donc, j'étais un peu un petit gros. Je trouvais du réconfort dans la bouffe. Je trouvais du réconfort dans des séries télé. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais très seul. Les seuls copains que j'avais, c'était des vieux connards qui se servaient de moi comme d'un faire-valoir. Tu sais, moi, j'avais pas de fringues de marque et eux, oui. Donc, forcément, bah, c'était un moyen de s'appuyer sur moi pour briller un peu plus. Par contre, comme je te l'ai dit, j'avais cette motivation, j'avais cette envie, j'avais cette passion. Et rapidement, les choses se sont mis un petit peu à s'inverser. Quand ma croissance a démarré, c'était, je vais avoir 15 ans et demi, 16 ans, je me suis mis au sport, d'abord le jiu-jitsu, et puis on est au début des années 2000 à ce moment-là. Je rencontre le parcours, qui est propulsé au cinéma par les Yamakasi, et donc je me mets à pratiquer. C'est un groupe que je finirai par rencontrer, avec qui je vais travailler sur certains projets, et les choses changent. Je commence à grandir, je me sculpte, et le fait de m'investir à fond dans le sport me redonne une forme de confiance en moi. D'un coup, je maîtrisais mon corps, je maîtrisais l'espace. Je passais presque des fois 7 heures par jour à m'entraîner. Je passais tous mes week-ends, j'allais sécher les cours pour aller faire du parcours, pour aller m'entraîner, pour devenir meilleur. J'avais adopté une vraie philosophie de vie. C'était une forme de revanche sur la vie. Par contre, évidemment, au niveau professionnel, bah, j'avais aucun bagage, j'avais même pas le bac. Je me suis fait virer du lycée 2 ans avant le bac. Donc il a bien fallu m'en sortir. Anecdote marrante, hein, c'est aujourd'hui ce que j'enseigne à mes clients, hein, la boussole du kiff, c'est dirige-toi vers quelque chose qui t'anime. J'ai tellement poussé ce concept, quand j'ai eu, je crois, 18 ans ou 19 ans, un jour je passe au drive du Quick et là je vois un mec qui fait des blagues et je me dis mais il a l'air trop marrant ce gars-là. Et donc j'ai posé un CV chez Quick, j'ai démissionné du boulot que j'avais à l'époque parce que bon, je m'en foutais, juste pour devenir ami avec ce mec-là. Et en fait, on s'est rencontrés, c'est devenu un de mes meilleurs amis que je vois encore aujourd'hui. On a tellement foutu le bordel qu'on s'est fait virer du Quick, mais c'est devenu un de mes potes. Donc, si un jour il y a un truc qui te fait kiffer, juste fonce quoi. J'aurais eu tellement tort de pas le faire parce que ça m'a ouvert pas mal de portes. Derrière ça, bah, en se faisant virer, je suis en recherche d'emploi. Et là, par hasard, un jour, je tombe dans une imprimerie. Une imprimerie qui avait une particularité, il faisait du livre photo. Tu sais, ces albums que tu peux commander, surtout au moment de Noël, dans lequel tu peux mettre toutes tes photos et puis tu fais un cadeau, etc. Bah justement, c'était la période de Noël. Eux, ils avaient besoin de main-d'œuvre et moi, j'avais besoin d'un taf. Et donc, je suis rentré et toute la journée, je faisais des trous dans des feuilles et je mettais des reliures sur des albums photos.
Ça, c'était mon taf. Sauf que je devais faire de beaux trous parce que très, très vite, en fait, on m'a donné des responsabilités. En fait, je savais m'organiser, j'étais productif, j'avais envie toujours de faire plus. Et donc, rapidement, on m'a donné des responsabilités et on m'a dit: «Romain, tu vois la machine là, qui sert à imprimer? Dans le milieu de l'imprimerie, la formation sur cette machine-là, elle vaut le bac». Et moi, forcément, ça connecte dans ma tête. J'ai pas le bac, j'ai aucun diplôme. Niveau avenir, bah, je pars pas avec les meilleures cartes. Donc, si je peux avoir quelque chose qui me donne de la valeur, je vais y aller. Et donc, j'ai travaillé. À l'époque, ils faisaient les 3-8. Moi, je bossais quasiment 10 à 12 heures par jour sans demander de paiement supplémentaire. Sans... Vous ça fait tellement longtemps que je suis à mon propre, que je suis à mon propre compte que je sais même plus comment on dit. Voilà, le paiement des heures sup. Voilà, je ne me demandais pas à être payé. Je voulais juste qu'on me forme, je voulais juste apprendre, je voulais juste montrer que j'étais capable. Résultat, en quelques mois, on me donne un créneau et je fais 8 heures de travail sur cette machine-là. Parce que je suis devenu en fait quasiment autonome dessus. Je suis aussi bon que les gens qui ont suivi toutes les formations, sauf que moi, j'ai appris par moi-même. Rapidement, je comprends le truc. On ne me donnera jamais cette formation, on me fera jamais monter les échelons, on va juste m'utiliser et puis me bazarder quand il n'y aura plus besoin. Et donc, je suis allé voir le concurrent. Et je leur ai dit: «Écoutez, vous êtes le numéro 1 européen, ça tombe bien, je viens du numéro 2. Je sais faire ça, 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 voilà ce que je peux faire pour vous». Et bim, ils m'ont embauché. Au bout de 8 mois, je vois que la progression est limitée, je vois que les postes à responsabilité sont pris et que je suis pas le premier en liste d'attente, donc je vais me vendre à la concurrence. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Je suis rentré dans l'imprimerie en faisant des trous dans les feuilles. J'ai fini responsable de production de tout le service d'une imprimerie en l'espace de 6 ans. Cette vie, il y en a qui vont, enfin cette carrière, il y en a qui vont mettre une vie à la construire. Moi, il m'a fallu 6 ans. Pourquoi? Travail, acharnement, vraiment acharnement. Aller chercher les plus petits détails. Je sais pas faire, très bien, je vais demander qui sait faire, où je peux avoir les solutions, comment je peux m'investir. Ça a été un travail de dingue. Souvent, on ne m'a pas payé mes heures sup. Souvent, on m'a fait miroiter des choses qu'on ne m'a jamais données. Mais pendant ces 6 ans, j'ai doublé mon salaire, j'ai pris des responsabilités, j'ai pris de la connaissance, j'ai pris de la confiance en moi, mon train de vie a monté, bref. Tout ça, ça m'a permis en fait de me montrer que bah c'est vrai ce qu'on dit. Dans la vie, même si tu n'as pas de diplôme, si tu te bouges suffisamment, tu peux y arriver. Et en 2011, je prends la décision de tout abandonner. Parce qu'à l'époque, je faisais du Krav Maga. Bon, faut savoir que moi, ma mère m'a éduqué pour ne pas suivre les traces de mon père. D'ailleurs, elle avait peur de ça. Ma mère, souvent, me dit: Romain, tu fais penser à ton père. Tu as le même visage, les mêmes mains, les mêmes mimiques, le même caractère. Mon père, très impulsif. Et ma mère avait peur de ça. Donc, elle m'a élevé pour que je suive pas le chemin. Et du coup, ça a tellement bien marché que quand moi j'étais plus jeune, je voulais être gendarme. Je voulais rentrer au GIGN. Et donc, bien évidemment, hein, quand un jour je dis ça à mon père quand j'ai 10 ans, je te laisse imaginer sa tête. Lui, il sort de prison et je l'entends dans la cuisine dire à sa femme: Ça me ferait chier que mon fils soit gendarme et au GIGN. Bref, quand j'ai su qu'il y avait un club de Krav Maga à côté de chez moi, j'ai foncé. Parce que c'est justement la technique, en termes de sport de combat, qui était enseignée à ces gendarmes. Et donc, je suis rentré là-dedans, et comme je ne fais pas les choses à moitié, bah, je me suis investi. Et pendant 5 ans, je suis allé à l'entraînement plusieurs fois par semaine, sans forcément me fixer un gros objectif, mais simplement en continuant. Et un jour, on me dit: Romain, dans 6 mois, il y a l'examen pour la ceinture noire. Donc, si tu dois faire un sursaut d'effort, c'est maintenant. Et comme je te l'ai dit, je ne fais pas les choses à moitié. Donc, je me suis beaucoup investi. J'ai obtenu ma ceinture noire en 2010. À l'époque, je me mets à faire du MMA, toujours à fond dans le sport, le parcours, ceci, cela. Sauf que le travail à l'imprimerie me prenait tellement de temps que j'étais souvent obligé de sacrifier ma vie perso. Et donc, sur un coup de tête, j'en ai marre. Je veux que ma vie tourne autour du sport et non plus autour d'un taf qui va nourrir quelqu'un d'autre, qui va me forcer à faire énormément de sacrifices pour une paye à la con. C'est pas la vie que je veux mener. À ce moment-là, je démissionne. Enfin, je fais un abandon de poste pour avoir le chômage. Ce qui m'ouvre les droits. Et ma copine de l'époque, je dis: Chiche, on se casse dans le sud. Elle me dit: OK. Elle est infirmière, elle n'aura pas de difficulté à trouver du boulot. Et donc, en espace de 3 mois, on plaque tout sur Paris, on vient habiter à Montpellier. Je profite un petit peu parce que ça fait un petit peu 7 ans que je travaille sans avoir la moindre vacance. Enfin, moindre vacances. Des petits week-ends de repos, mais sans jamais avoir un break. Et je me pose la question en arrivant sur Montpellier: qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi, Romain, les compétences que tu as? Alors, tu sais faire du sport, tu es intéressé par l'audiovisuel, tu es autodidacte, tu as appris ça, 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 ça. Rapidement, j'observe que dans le centre-ville, il n'y a pas de club de Krav Maga.
Moi, je suis très bon en communication, étant donné que dans le milieu de l'imprimerie, j'ai bossé avec Fun Radio, Lint, Dior, des grosses boîtes. J'ai pu côtoyer leur directeur artistique. Donc, je vois un petit peu les méthodes et je sais à peu près ce qu'il faut faire. Ni une ni deux, je prends des maigres économies, même pas 2 000 balles. Je fais imprimer des flyers, je monte une association et j'arrive sur un forum des assos avec un gros marketing. Là où à l'époque, en 2012, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça marchait beaucoup par le bouche à oreille, les flyers, etc. Moi, je me distingue par la qualité de ma communication. Le pari est simple. J'ouvre un club, il me faut 16 élèves pour rentabiliser ma mise de départ. Au bout du 17e élève, je fais des bénéfices. Au pire quoi. Si ça marche pas, j'irai retrouver un contrat quelque part et je ferai autre chose. Au bout de 15 jours, j'ai 80 personnes inscrites. Je suis obligé de fermer les portes du club parce que je ne peux plus les accueillir. Ça a été le début d'une nouvelle vie pour moi. Le début de ma vie d'indépendant. Alors le format était associatif parce que ça m'arrangeait fiscalement, mais je gérais vraiment mon assos comme une entreprise. Je faisais en sorte de faire une bonne communication, etc. Et j'ai vécu de ça pendant 10 ans, jusqu'à l'arrivée du Covid, où à ce moment-là, ma vie a pris un tournant, un bon gros tournant. Mais tu sais quoi? Je vois que ça fait 16 minutes. Alors je vais m'arrêter là et je vais simplement te dire ça. Si aujourd'hui, la vie que tu mènes n'est pas alignée avec tes ambitions, n'est pas alignée avec tes aspirations, si tous les matins tu te lèves avec le sentiment de passer à côté de quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que ça vaut pas le coup, à un moment, de faire un pas de recul et de faire une transition? Oui, 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 je sais, ça fait peur. Le frigo va pas se remplir tout seul. Tu as des engagements, tu as ceci, tu as cela. Ouais, très bien, très bien. On répondra à ces questions à un autre moment. Et juste pose-toi cette question. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui est basée sur des éléments qui te font 100% kiffer, ou est-ce que c'est une vie que tu as construite de façon empirique pour répondre à certains besoins, des besoins matériels, des besoins de sécurité, au détriment du reste? C'est la fameuse suradaptation dont je te parlais il y a quelque temps. Je te laisse réfléchir à ça et je te raconte la deuxième partie. Ce qui m'a amené à abandonner mon club de crabe, ce qui m'a amené à tout laisser tomber pour entamer cette carrière de coach. Je te raconte ça dans l'épisode de demain. Passe une bonne journée.